Ici la chronique de Yehoshua Halevi Shalom. J'ai essayé de vous brosser le tableau des Juifs, de la situation des Juifs en tant qu'individus et aussi de communauté avant la Révolution française, en commençant d'abord par le Bordelais, les Bayonnais, ce que l'on appelait les Juifs d'Espagne, espagnols. Et puis nous avons également évoqué les Juifs des papes, les Juifs du comtat vénécin. Dès 1695, le Parlement de Toulouse avait autorisé plusieurs Juifs à venir passer 3 semaines à chaque saison de l'année pour débiter des marchandises dans son ressort. Autorisation renouvelée d'ailleurs en 1698 et 1705. Mais cette autorisation avait été abrogée en 1716. La mesure semble d'ailleurs ne pas avoir été respectée, puisque des Juifs sont à nouveau expulsés de Nîmes et de Montpellier en 1730. En 32, on trouve à nouveau des Juifs à Montpellier, et en 1736, un arrêté de l'intendant autorise les Juifs du pape à venir vendre chevaux et mulets dans la province de Toulouse. Cette autorisation renouvelée de 6 mois en 6 mois légalisait la présence des Juifs en Languedoc, ce dont se félicitait d'ailleurs l'intendant, un certain Lenain, en 1744, je le cite dans son rapport. « J'ai constaté, écrit-il, que ces sortes de Juifs, dont la plupart sont habitués dans cette ville de père en fils, sont en possession depuis un temps immémorial du droit d'y acheter de vieux habits et d'autres hardes et de les revendre après les avoir réparés, que le public a toujours trouvé beaucoup plus de facilité et d'avantage à traiter avec eux, soit en vendant, soit en achetant, qu'avec les fripiers qui n'achètent que le vieux, qu'autant qu'on le porte dans leur boutique et qu'ils l'achètent à vil prix, et qu'ils le revendent au contraire le plus chèrement qu'ils peuvent, au lieu que les Juifs vont par la ville et dans les maisons, demandent eux-mêmes ce qu'on peut avoir à vendre, qu'ils en donnent toujours au-delà de ce que les fripiers en ont offert, et qu'ils se contentent d'un profit médiocre dans la revente qu'ils en font. Par la suite, le peuplement juif en Languedoc augmenta considérablement, puisqu'on trouve des groupes juifs à Aramon, Saint-Gilles, Uzès, Narbonne, Pézenas, Toulouse, Bagnols et surtout Nîmes, où la communauté comptait 37 familles, soit 200 personnes à peu près à la veille de la Révolution. Les autorités ecclésiastiques s'efforcèrent d'ailleurs, mais en vain, de freiner l'afflux des Juifs, et en 1750, l'évêque d'Uzès dénonçait en termes très vigoureux la présence de Juifs dans sa ville. Il y a 15 ans tout au plus que le nommé Vidal de cette communauté vint ici à Uzès louer une chambre pour le temps seulement qu'il avait à y passer pour les affaires de son commerce. Eh bien, il y a été joint dans la suite par 2 autres, et depuis 15 mois environ, ce Vidal et un autre ont ici leurs femmes et leurs ménages, ce qui attise dans cette ville les cérémonies de leur loi. Ils ont distribué des azimes à Pâques, ils ont célébré dans un jardin de la ville la fête d'Esther et de Mardoché, ils ont fait 2 fois la cérémonie de la circoncision publiquement. Il n'y a pas 15 jours de la dernière, à laquelle assistèrent 30 Juifs du comtat et grand nombre de peuples, et ils se promettent de faire au bout de 30 jours la cérémonie du rachat de l'enfant. Voilà ce qu'écrivait scandaleusement, dit-il, l'évêque du coin. En Provence, la pénétration des Juifs fut en fait beaucoup plus difficile. Dès la fin du XVIIe siècle, des comtadins s'étaient efforcés de s'établir à Marseille, où ils retrouvèrent des Juifs livournais, mais ils furent expulsés aussitôt en 1682. En 1709, imitant le Parlement de Toulouse, celui d'Aix autorisa les Juifs d'Avignon à venir vendre, débiter, négocier toutes sortes de marchandises, de soie, de laine et autres neuves et vieilles de quelque qualité que ce soit, tant en cette ville d'Aix, Marseille, Toulon, Arles, et autres villes et lieux de la province et du ressort de la dite cour, 1 mois de chaque saison de l'année, en faisant par écrit la déclaration de leur arrivée et sortie au greffe de la cour et dans ceux des hôtels de ville. Cette mesure fut cassée dès 1710 et les Juifs expulsés en 1712. En 1732, les Juifs furent chassés de la principauté d'Orange
et ne purent y revenir avant 1770. Les Comtadins n'attendirent pas aussi longtemps pour retourner en Provence. De 1740 à 1770, le Parlement d'Aix prononça à plusieurs reprises des mesures d'expulsion, ce qui prouve qu'il y en avait, contre les Juifs établis à Aix, Marseille, Tarascon, Salon, Saint-Rémy, Foucalquier, Grasse, Toulon. Bravant le Parlement, les Juifs parvinrent toutefois à se maintenir sans avoir le droit de posséder synagogue ou cimetière. Quelques Comtadins s'installèrent également chez nous à Nice, qui était situé dans le royaume de Savoie, dont l'université israélite, comme on disait alors, comptait 300 membres, relégués au ghetto d'ailleurs à partir de 1733. Avignonnais et Comtadins remontèrent aussi le long de la vallée du Rhône vers le nord et s'établirent à Lyon dès le début du XVIIIe siècle. Il leur fallut toutefois attendre 1785 pour que leur présence soit officialisée par la nomination d'Élie Rouget comme syndic de la nation juive. Une enquête sur le commerce des Juifs en France, réalisée en 1741, montre qu'on trouve des négociants juifs comtadins installés en Bretagne, Anjou, Poitou, Normandie, Picardie, Champagne, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Dauphiné, Lyonnais et Provence, un peu l'effet d'un bulletin météorologique, mais avec des turbulences, bien entendu. À Saint-Malo même, l'intendant faisait remarquer qu'ils étaient l'objet d'une espèce de vénération à cause de la bonne foi qu'ils ont dans leur commerce. À Bordeaux, Avignonnais et Comtadins se heurtèrent violemment aux Espagnols et Portugais, qui demandèrent et obtinrent à plusieurs reprises eux-mêmes leur expulsion des Juifs qui font expulser d'autres Juifs. Seules 6 familles parvinrent à obtenir en 1759 des lettres patentes leur donnant les mêmes droits et privilèges que les Portugais, mais Bordeaux comptait alors 91 familles avignonnaises dont la résidence était, disons, tolérée. Alors, face à ces Juifs méridionaux, les Juifs qui déjà se faisaient la guerre entre eux, enfin qui ne s'aimaient pas beaucoup, les Juifs de l'Est, eux, constituaient une masse beaucoup plus imposante, dont le statut variait d'ailleurs selon la région d'origine, Alsace, Lorraine, Ducale, Metz et environ. L'existence d'une communauté juive à Metz, annexée en 1552, remontait à 1554, lorsque le gouverneur autorisa l'installation à titre provisoire des 3 familles juives, autorisation étendue à 8 familles par Henri III, puis à 96 ménages par Louis XIV en 1657. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les autorités fermèrent les yeux sur l'arrivée de nouvelles familles, car, dixit Colbert, je cite Colbert, les Juifs doivent être tolérés dans la seule mesure où ils contribuent à la vie économique du pays. Légalement reconnus à Metz, les Juifs s'installèrent dans le pays messin et en Lorraine française. Dès 1643, on trouve 2 familles juives autorisées à séjourner à Thionville, et 3 Juifs reçurent une permission identique à Sarrelouilles. En pays messin, on trouve 8 familles à Varlot, 3 à Ogny, à Emery, à Bionville, à Louvigny. En Lorraine française, on trouve 4 familles à Sierck, 5 à Phalsbourg, autour de Thionville, à Sarrelouilles et à Sarrebourg. Cette présence était d'ailleurs très chèrement payée. En 1715, le régent créa au profit de 2 de ses favoris, le duc de Brancas et la comtesse de Fontaine, une taxe de 40 sous par ménage juif habitant Metz, et la généralité taxe convertie en 1720 en une rente annuelle de 20 000 livres. La taxe Brancas greva d'ailleurs lourdement le budget de la communauté, mais elle mit cette dernière à l'abri de toute expulsion, ses privilèges étant confirmés par lettre patente de 1718, fixant à 480 le nombre des ménages autorisés à demeurer en ville. Alors que jusqu'à cette date, le nombre de Juifs messins excédait toujours celui des Juifs autorisés officiellement à demeurer, un phénomène inverse fit jour. La communauté messine voit son effectif décroître tout au long du siècle, 2000 membres en 1789, à la veille de la Révolution, contre 3000 en 1714. Cette diminution, je pense qu'elle est due à un ralentissement des naissances et à un arrêt de l'immigration consécutif à la fixation par les syndics d'un droit d'entrée élevé, 18 000 livres.
Alors que Metz perd ses juifs, le nombre des familles installées dans la généralité ne cesse au contraire d'augmenter, passant de 52 à 400 en 1789. Le nombre des communautés passe de 20 à 50 et leur création est encouragée par de nombreux seigneurs locaux, laïcs ou ecclésiastiques, trop heureux d'y trouver une source de revenus non négligeable. Bien que nullement défavorables à l'installation des Juifs, les autorités doivent composer avec l'hostilité des corporations locales. Ainsi, en 1715, le gouverneur de Sarre-Louis expulse les Juifs, quitte à rappeler ultérieurement deux ménages. À Phalsbourg, les Juifs furent expulsés. Le gouverneur de Thionville doit attendre 1786 pour obtenir l'installation d'une troisième famille juive dans la cité. Après l'évacuation de la Lorraine ducale par la France, le duc Léopold, toujours à court d'argent, appela auprès de lui de nombreux juifs messins, dont le banquier Samuel Lévy et ses deux beaux-frères, Isaïe Lambert et Jacob Schwartz, nommé receveur général des finances en 1715, en dépit de l'opposition farouche de la Chambre des comptes pour laquelle un juif par nature, par éducation, par les préjugés de sa religion porte une haine implacable aux chrétiens et à tout genre humain. Samuel Lévy commit la maladresse de célébrer le Rosh Hashanah publiquement dans son somptueux hôtel nancéen, ce qui obligea la cour souveraine à interdire aux Juifs de faire aucun exercice public de leur culte, à peine de 10 000 livres d'amende. Peu de temps après, à la demande de créanciers chrétiens, Lévy fut arrêté et passé 4 longues années en prison avant de finir ses jours à Paris. La chute de Samuel Lévy s'accompagna de la remise en vigueur des dispositions anti-juives antérieures. Un édit institua une sévère surveillance des activités économiques des Juifs et limita le nombre des Juifs à 73 familles réparties entre 24 localités. Je ne vous les citerai pas tous, soyez-en persuadés, mais il faut mentionner Boulay, Lixheim, Orange, Puttelange, Freistroff, Bouzonville, Forbach, Frankaltroff. Et puis 9 localités abritaient quelquefois une seule famille, Sarreguemines, Groß-Biederstroff, Dilling, etc. La Lorraine française comprenait Nancy, avec quelques familles, La Neuve-Lotte, Marsal, Dieuze, Domnon, Malzéville. Un quartier juif spécifique fut même institué dans chaque cité en 1726. Un édit porta le nombre des ménages autorisés à 180, sous le règne de Stanislas Zinski. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? La situation des Juifs s'améliora, et un rabbin fut même nommé en la personne de Nehemiah Reider, cependant qu'un édit élargit la liste des métiers qui avaient été ouverts aux Juifs. Une interprétation plus libérale précise même que par ménage, il faut entendre le chef de famille et tous ses enfants et descendants de mâles demeurant dans une seule et même maison, sans préjudice aux acquisitions faites jusqu'à ce jour par aucun d'eux. Cette interprétation permet une augmentation de la population juive et la création de nouvelles communautés à Fénétrange et ailleurs. Dans certaines localités, moyennant finance bien sûr, les Juifs furent admis en surnombre. Ainsi, Isaïe Ber, qui va jouer un rôle considérable pendant la Révolution, va s'installer à Nancy en 1749, Abraham Yitzhak Brisac à Lunéville. Après le rattachement de la Lorraine à la France en 1766, je vous rappelle, les autorités firent preuve d'une grande tolérance et fermèrent les yeux sur l'arrivée de nombreux Juifs démunis d'autorisation de séjour. Près de 500 familles juives ont fini par résider en Lorraine, à Nancy, à Lunéville, à Mettling, etc. Le développement du judaïsme lorrain et messin s'explique en partie par le rôle économique de ses membres. À Metz, le prêt à intérêt était très largement représenté et les créances détenues par les Juifs locaux passèrent d'1 million de livres à 3 millions en 1789. L'orfèvrerie était également représentée à Metz et en Lorraine, cependant que quelques médecins reçurent eux aussi l'autorisation de s'installer à Metz et à Nancy. Les Juifs jouaient un rôle déterminant dans la fourniture de chevaux et de grains aux armées. Au XVIIIe siècle, plusieurs Juifs installés dans le pays messin devinrent maquignons ou colporteurs, d'autres enfin
en dépit de l'exclusion des corporations, se lancèrent dans le commerce des étoffes et des vêtements neufs ou tentèrent de créer des industries. Si la célèbre cristallerie de Baccarat était l'œuvre d'un converti, Ber Yitzhak Ber possédait une manufacture de tabac à Nancy et Cerf Ber établit 2 fabriques de draps à Nancy et à Tromblaine. Le groupe juif alsacien, quant à lui, était de loin le plus nombreux. Nous allons terminer par lui. Il y avait 20 000 en 1784. Son rattachement à la France a daté de 1648, le traité de Westphalie pour les Juifs de Haute-Alsace, Bas-Rhin, Belfort, Altkirch, Thann, Brisac et Haguenau, et de 1697 du traité de Ryswick pour les Juifs de Basse-Alsace, c'est-à-dire du Haut-Rhin. Autorisés à demeurer en Alsace, les Juifs furent soumis à de fréquentes fluctuations de leur statut en raison de l'enchevêtrement des différents pouvoirs et de différentes juridictions. Ainsi, les intendants qui gouvernaient la province au nom du roi prirent à plusieurs reprises des mesures d'expulsion contre les Juifs arrivés après 1689 et les étrangers, mendiants et gens sans aveu. Le renouvellement de ces mesures montre qu'elles étaient rarement suivies d'effets durables. Le judéophobe Conseil souverain d'Alsace ne cessa d'œuvrer en faveur de mesures sévères, cependant que les commandants militaires de la province prirent la défense des Juifs, notamment en 1765, lorsque le maréchal de Contades prit les Juifs alsaciens sous la sauvegarde du roi et sous sa protection. De nombreuses localités continuèrent à fermer obstinément leurs portes aux Juifs qui n'étaient pas autorisés à y résider, mais pouvaient dans le meilleur des cas venir y commercer pendant la journée, moyennant d'ailleurs, bien sûr, le paiement d'une taxe et sous la surveillance d'un employé municipal. C'était le cas de Strasbourg même, jusqu'en 1784. Affermé à des chrétiens ou à des juifs, le droit de péage était exigé de chaque juif entrant en ville. Il devait la quitter avant la fin de la journée, à moins d'obtenir une permission spéciale pour passer la nuit à l'auberge de l'Ours Noir, de la Carpe Bridée ou à l'hôtel du Corbeau. Mais oui. Le lendemain matin, ils devaient acquitter une nouvelle fois un droit d'entrer en ville comme s'ils étaient sortis. Durant le XVIIIe siècle, sous la pression des autorités militaires, quelques juifs obtinrent à titre très provisoire l'autorisation de séjourner en ville sans pouvoir toutefois y acquérir des immeubles. C'était en général des fournisseurs des armées. Cerf Ber fut le seul à obtenir dès 1768 une autorisation de séjour prolongée et à pouvoir acquérir, grâce à un prête-nom d'ailleurs chrétien, une résidence. Pour ce faire, il dut mener une longue bataille juridique contre le magistrat pour obtenir reconnaissance des droits que lui donnaient des lettres de naturalité obtenues en 1775. Son opiniâtreté eut raison de ses adversaires, mais la dérogation accordée à 68 membres de sa famille, et c'était des familles nombreuses, et de sa domesticité, était quand même exceptionnelle. Ceci dit, en dépit de ces dispositions rigoureuses, le judaïsme alsacien se développa tout au long du XVIIIe siècle, 10 000 juifs en 1732, 13 000 en 54, 14 000 en 1766, etc., et jusqu'à une vingtaine de milliers, donc, à la veille de la Révolution, soit un doublement des effectifs en 50 ans. Je peux dire, je le connais bien, que 2 traits caractérisent le judaïsme alsacien de l'époque. En raison de l'interdiction faite aux Juifs d'habiter les grandes villes, il s'agit essentiellement d'un judaïsme rural. Moi-même, je suis né à Strasbourg, mais j'ai été élevé dans un de ces villages, à Orfelden, installé dans une multitude donc de villages, 124 localités dans le Haut-Rhin et 104 localités dans le Bas-Rhin. D'autre part, le judaïsme de Basse-Alsace est numériquement plus important. Je dis que la Basse-Alsace regroupe 75% des juifs alsaciens. Donc il est rural, ce judaïsme, il avait une structure socio-professionnelle génératrice de conflits latents avec le monde chrétien. En théorie, les juifs étaient confinés dans 3 branches, la friperie, le commerce des bestiaux et le prêt à intérêt. Le commerce du bétail consistait essentiellement en la fourniture de chevaux aux armées,
C'est pourquoi il y a eu quelques passe-droits à Strasbourg. Un domaine dans lequel les Juifs avaient acquis une position de quasi-monopole, reconnue à sa juste valeur par les autorités. Ils s'intriguent pour faire venir des chevaux des pays étrangers, et l'on ne peut disconvenir que pendant toutes les guerres passées, il n'ait rendu des grands services en ce genre, dit un texte militaire. Exclus de corporations et trop souvent des services pour ouvrir une boutique, de nombreux Juifs gagnaient péniblement leur vie commune en étant colporteurs, parcourant à longueur de semaine, à pied bien sûr, les routes d'Alsace. Ils étaient vigoureusement critiqués pour leur âpreté au gain, et le bailli de Molsheim fustigeait, je cite, ceux qui rendent visite dans presque toutes les maisons, trouvant une femme qu'ils dupent, en lui cédant un morceau de mauvaise étoffe ou autre bagatelle de peu de valeur, pour laquelle ils emportent à l'insu du mari, ou un meuble, ou de la denrée de triple valeur, engageant des jeunes gens à leur vendre à vil prix des meubles et des effets dérobés à leurs parents, favorisant l'infidélité des domestiques et souvent le mal d'autres mauvais sujets. La profession la plus sujette à caution était l'usure, bien sûr, enfin je veux dire le prêt à intérêt, pourtant soigneusement réglementé par différents textes destinés à prévenir les abus. L'usure est en effet le problème le plus lancinant de l'histoire juive alsacienne. La mainmise des Juifs sur le crédit rural et leur responsabilité dans l'endettement paysan sont dénoncées par l'opinion publique qui oublie que c'est grâce au prêt à intérêt, qui avait d'ailleurs été interdit par les chrétiens, que c'est grâce à ce prêt que les industries ont pu se créer et prospérer, que les agriculteurs ont pu acheter les machines, mais ceci s'est traduit au moment on aime bien emprunter, mais quand il s'agit de rendre, eh bien ça se traduit en protestations diverses par les autorités locales. Une législation qui se veut préventive se développe en 1717, l'interdiction aux notaires de passer obligation autrement qu'en deniers nombrés et en leur présence, interdiction de rédiger des actes en hébreu et imposition d'un serment niant les clauses secrètes assorties de peines sévères. Cette disposition ne fut pas appliquée, mais remplacée en 1735 par la défense de signer les quittances en hébreu. En 1769, on rendit obligatoire la rédaction des contrats sous seing privé par le débiteur lui-même ou par 2 témoins. Les contrats durent être passés devant un officier public ou la résidence du prévôt. En 1778, l'affaire des fausses créances provoqua d'ailleurs une très vive agitation. À la suite d'une crise économique particulièrement dure, de nombreux paysans s'étaient endettés auprès des Juifs, qui étaient les seuls à vouloir bien leur prêter de l'argent, et se trouvaient dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Ça vous rappelle quelque chose d'actuel, puisque le Parlement français a légiféré en ce sens également pour s'occuper des familles actuelles qui se sont endettées. Il ne s'agit pas de Juifs. À l'instigation du bailli, Jean-François L., des quittances de remboursement contrefaites circulèrent et furent opposées aux Juifs lorsqu'ils sollicitèrent le paiement des sommes dues. Les créanciers juifs déposèrent alors plainte et l'affaire fut portée devant le Conseil souverain de Colmar. Après une très longue et très minutieuse enquête, les principaux coupables furent durement châtiés, 3 pendaisons, 8 condamnations aux galères, 4 à la prison et au bannissement. Les débiteurs qui avaient pu prouver leur bonne foi furent autorisés à rembourser selon les termes espacés les sommes dues, mais l'affaire fit grand bruit, et même les partisans les plus ardents des Juifs ne cachaient pas leur malaise devant la situation des paysans. C'est ainsi que l'abbé Grégoire, dans son essai, dit que des habitants infortunés répondaient, si vous en avez encore la force, cet effrayant tableau n'est-il pas celui de l'État auquel plusieurs Juifs vous ont réduit? Ça, c'est l'abbé Grégoire, hein, le fameux défenseur des Juifs. Votre contrée, jadis fertile, écrit-il, et qui enrichissait vos pères, produit à peine un pain grossier, et une foule de leurs neveux et des créanciers aussi impitoyables que fripons vous disputent encore le prix de vos sueurs.
Avec quoi les cultiverez-vous désormais, ces champs dont vous n'avez plus qu'une jouissance précaire? Vos bestiaux, vos instruments d'agriculture ont été vendus pour assouvir des vipères, ça c'était les Juifs qui avaient prêté, pour acquitter seulement une partie des rentes usuraires accumulées sur vos têtes. Ne pouvant plus solliciter la fécondité de la terre, vous êtes réduits à maudire celle de vos épouses qui ont donné le jour à des malheureux. On ne vous a laissé que des bras desséchés par la douleur et la faim, et s'il vous reste encore des haillons pour attester votre misère et les baigner de vos larmes, c'est que l'usurier juif a dédaigné de vous les arracher. Encore une fois, c'est l'abbé Grégoire dont je vous ai parlé au début de cette série de chroniques. L'affaire des fausses créances eut ceci de bénéfique qu'elle attira l'attention de Versailles sur l'imbroglio juridique que constituait le statut des Juifs alsaciens. Serfbert, le syndic des Juifs d'Alsace, crut alors habile d'adresser à la cour un long mémoire dans lequel il exprimait les desiderata de ses coreligionnaires. Il demandait l'abolition du péage corporel et de diverses taxes, la liberté totale du commerce, le droit de libre résidence, la liberté du culte, l'interdiction des baptêmes forcés, il y en avait encore, le droit d'acquérir des immeubles, qui n'existaient pas, et la renaissance de l'autorité de leurs dirigeants, les Parnassim. Serfbert demanda même au philosophe berlinois Moïse Mendelssohn d'écrire un libelle en faveur de ses frères, mais l'auteur préféra confier cette mission à un chrétien, un certain Dôme, qui rédigea à cette occasion son livre de la réforme politique des Juifs, bien vite devenu un best-seller, un classique du philosémitisme. Le gouvernement prit l'avis des autorités de la province. L'intendant Lagalésière critiqua impitoyablement les vues de Cerbère et proposa un arsenal de mesures encore plus répressives que l'avis du premier président du Conseil souverain permit de tempérer. Une commission se mit au travail et de ses délibérations sortit en janvier 84, donc bien avant la Révolution, un édit abolissant le péage corporel, une mesure à laquelle s'opposèrent, mais en vain, les municipalités de Strasbourg et de Berkheim. Le 10 juillet 1784, des lettres patentes instituèrent un règlement particulier pour les Juifs d'Alsace, règlement subdivisé en 25 articles et applicable à l'ensemble des Juifs alsaciens. Ces 25 articles instituent un statut répressif plus approprié au Moyen Âge qu'au XVIIIe siècle. Le droit de résidence, loin d'être élargi, était considérablement restreint, puisque les lettres patentes ordonnaient l'expulsion des Juifs sans domicile fixe, ainsi que la non-admission des étrangers pour une période supérieure à 4 mois et demi. Les seigneurs locaux perdaient le droit de pouvoir accueillir les Juifs sur leurs terres. Des dispositions malthusianistes visaient à freiner l'accroissement démographique du groupe juif en limitant le nombre des mariages et en les subordonnant à une autorisation royale. Si le texte rendait obligatoire la déclaration des actes d'état civil, il ordonnait un recensement général afin de déceler les Juifs sans résidence connue. Des dispositions économiques instituaient également une tentative autoritaire d'imposer aux Juifs de nouveaux métiers, sans leur donner toutefois le moyen de les exercer. Les Juifs pourraient désormais louer des terres, fermes, vignes et bois, à condition de les exploiter eux-mêmes. Mais ces mesures étaient toutes théoriques, puisque l'interdiction d'acheter ou de se louer des terres et d'employer des domestiques chrétiens ne leur permettait pas de bénéficier de l'appui de ceux qui auraient pu les initier au travail de la terre. Les lettres patentes réduisirent considérablement les pouvoirs des Parnassim, désormais appelés syndics, et devenus des exécuteurs des décisions royales plutôt que les porte-paroles de leurs coreligionnaires. Initialement prévus pour remédier à la situation créée par l'affaire des fausses factures, les lettres patentes de 10 juillet 84 manquèrent leur but. Elles mécontentèrent pour des raisons opposées juifs et chrétiens et ne modifièrent pas sensiblement la situation des Juifs alsaciens auxquels elles avaient donné de l'espoir, mais au contraire retiré un certain nombre de privilèges et de droits.
Voilà donc quelle était la situation des Juifs avant 1789, aussi bien à Bordeaux, Bayonne que dans le comtat vénessin et en Provence, ainsi qu'en Alsace-Lorraine. Nous avons peut-être parlé un peu trop rapidement de la situation à Paris. On va peut-être y revenir dans une première et dernière chronique. Et puis peut-être qu'également je pourrais vous parler de la vie intérieure des communautés juives dans ce contexte avant la Révolution française. Shalom et à bientôt.